Ok. C'est bon, ça filme? Alors, on a réuni tous les votes pour voir on a mis qui les va petits papiers de tous vos votes. D'ailleurs, il y en a un qui est tombé là. Voilà, hop. T'es sûr? Ouais. Bon alors, on va voir qui vous avez désigné pour hériter du casier de format. Alors, le grand gagnant est... Salut. Ah, salut Fanny. Salut. Ça va? Ça va et vous? Ouais. Bon bah super. Bonjour, bonne joueuse, bienvenue dans cette vidéo du vendredi. Salut Antoine. Hello Alex. J'espère que vous allez bien et oui, vous l'avez vu dans ce petit sketch, ce n'est ni Alice, ni Antoine, ni moi-même qui avons remporté le casier, mais c'est bien Fanny. Voilà, Fanny qui nous a rejoint il y a pas si longtemps que ça en vrai. Coucou Fanny. Elle nous a rejoint, alors vous avez pu l'apercevoir en période de décembre, novembre-décembre, parce qu'on avait besoin de soutien en période de décembre, parce que c'est la folie à chaque fois. Et elle a continué à travailler avec nous jusqu'à aujourd'hui en fait. Donc voilà, maintenant Fanny fait partie des fixes, comme on dit. Voilà, ça c'est la petite truc en plus. Vous avez vu Alice dans le sketch et malheureusement Alice n'est pas là aujourd'hui et cette semaine en fait pour faire la vidéo avec nous. Coucou Alice. Parce qu'elle est en cours, et oui, parce que Alice fait de l'alternance, de l'apprentissage. Et du coup, une semaine sur deux, en fait, elle est pas là. Voilà, enfin une semaine sur deux, ça dépend. Mais des fois elle est pas là et des fois elle est là. Là pour le coup, elle est pas là, donc du coup, bon, pour les fans d'Alice, je suis désolé, vous m'envoyez navré. On sait qu'il y en a, on a vu dans les commentaires pour les votes, pour les casiers. Il y en a beaucoup trop. Bah, on a nos fans. On a nos fans, j'en ai très peu. Non, je plaisante. Là pour le coup, on va vous faire un petit cadeau parce qu'en tout début de vidéo, on voulait vous présenter le prochain jeu de l'auteur de Carcassonne qui s'appelle Fire and Stone, qui n'est pas encore disponible en boutique. C'est juste que du coup Super Meeple nous a fait le plaisir de nous envoyer une boîte pour qu'on puisse y jouer, pour qu'on puisse faire des retours, pour qu'on puisse vous le présenter. Donc on y a joué, on a fait quand même 2 parties avec Antoine, une partie à 2 joueurs et une partie à 3 joueurs. On pense que effectivement 3 joueurs, 4 joueurs c'est très cool, enfin je pense que c'est très efficace. 2 joueurs ça va dépendre de chacun, je pense. Vous pouvez admirer un petit peu le matériel, c'est quand même un jeu qui est très bien édité en vrai. Enfin, franchement moi j'aime beaucoup les petites huttes, les petits personnages. Les illustrations sur les cartes sont très cool. Le plateau il vit. Concrètement, le jeu, ce qui est cool, c'est que, je disais à Antoine, il a une courbe de progression, donc je vous le redis aussi. En fait, c'est un jeu dans lequel il faut imaginer que le plateau il est recouvert de tuiles au début, qu'il n'y a pas toutes ces huttes, il n'y a pas ces petits personnages. En fait, on va découvrir le plateau, qui est une sorte de monde en fait, mais qui date de la préhistoire, donc il n'est pas tout à fait le monde qu'on connaît. Et en fait, on va avoir, imaginez ici, hein, là on a des petites tuiles de niveau 1, donc c'est pour indiquer les tuiles de la première région. Ici, voilà, juste là. On va, du coup je vais récupérer les petits bonhommes pour indiquer voilà, qu'on commence ici. On va en fait avoir des tuiles dans la première région qui sont numérotées 1, qui sont toutes face cachée, puis après il y a des tuiles face cachée dans la région 2, puis des tuiles face cachée dans la région 3. Normalement tout ça est caché. Voilà, tout ça c'est face cachée, là c'est juste qu'on est en fin de partie, donc on voulait vous montrer aussi un petit peu à quoi ça ressemble, comment ça vit. Et en gros le jeu se résume à une action en fait. C'est extrêmement simple, c'est très accessible. À votre tour de jeu, ce que vous faites, c'est que vous allez prendre votre petit bonhomme et vous allez le déplacer de 1 à 2 cases. Donc là, mettons, je vais pas prendre de risque, je vais me déplacer sur une case, voilà. Et ce faisant, du coup, d'ailleurs, je vais dire que je suis jaune, je préfère. Ce faisant, du coup, ce que je fais quand je tombe sur une tuile ici, c'est que je vais la révéler. Et qu'en fonction de ce que je révèle, il y a des actions qui se passent. Donc là, il se trouve que je fais l'action de découverte, parce que c'est moi qui découvre la tuile. Et dans ce cas-là, je vais récupérer, en fait, ici des petits jetons de chasse, en fait. Parce que exactement. Un lieu de chasse. Ici, vous avez ici en bas du plateau des lieux de chasse pour la région 1, 2 et 3. Donc là, je suis obligé de prendre une des piles qui est composée de 3 jetons. Je vais la consulter secrètement. Il y a différents gains dessus qui sont essentiellement de la nourriture et d'autres petits sacs, mais je vous expliquerai après à quoi ça renvoie. Vous en récupérez un, hop, les autres jetons vous les placez sur le lieu, et ce petit jeton là va rejoindre votre petit plateau personnel sur lequel on peut déjà éventuellement faire un petit point sur le plateau personnel. Vous retrouvez essentiellement ici des sacs qui vous servent à conserver de la nourriture, c'est notamment grâce à la chasse qu'on obtient de la nourriture. Vous allez également pouvoir récupérer ici des petites des tuiles de cueillette en fait qui représentent différents jetons de fruits et légumes. Il faudra faire des collections, tout simplement. Exactement. 3 collections vous permettent d'accéder à différentes cartes, mais j'y reviendrai. Ça c'est votre petit plateau personnel que chaque joueur va avoir devant lui.
Je reviens un petit peu sur le plateau pour vous expliquer un peu les actions. Donc on va dire que le jeu continue. On va par exemple être le joueur rouge qui va arriver ici. Il va révéler une tuile. Ah bah tiens, super, il a chopé une petite cachette. Du coup, il va récupérer un petit jeton de sac et une nourriture. On va remontrer sur le plateau personnel comment ça se matérialise. En fait, vous allez avoir ici des petits jetons sac. Au début, vous en avez 2 de fixe qui peuvent accueillir 2 nourritures. Si vous en voulez plus, il est important d'avoir des petits sacs que vous placez ici. Ça, c'est hyper bien par contre. J'aime bien ce petit côté plateau creusé. Hop. Ouais, c'est hyper plaisant à manipuler. Et plus vous avez de sacs, plus vous pouvez stocker de la nourriture. Une fois qu'on a ça, bah, du coup, je vais vous montrer différentes tuiles. Voilà, je peux vous en révéler plusieurs pour vous indiquer un peu les différentes mécaniques. Là, notamment quand je vais sur le feu. Alors déjà, quand c'est moi qui fais son effet de découverte, c'est-à-dire quand je révèle un feu, je gagne immédiatement un point de victoire. Donc vous le mettez sur la courbe qui est autour du plateau. Et en plus de ça, je peux faire cuire la nourriture. Bah oui, c'est pour ça qu'ici, je vais aller chasser. C'est pour aller récupérer de la nourriture. Mais pour la transformer en nourriture, eh ben, il faut que je passe par un feu, effectivement. D'où l'intérêt que là, par exemple, si je suis dans cette situation, je découvre un feu, hop, je vais pouvoir transformer ce petit jeton-là en 3 de nourriture. Hop, celui-là, je le défausse, je récupère mes 3 de nourriture, je les pose ici parce que je peux les stocker. Pas mal. Le surplus, évidemment, est perdu si vous n'avez pas de quoi stocker. Ici, bah, je peux récupérer différents jetons. Je peux décider de les laisser. L'intérêt de les laisser, c'est que du coup, vous récupérez 2 jetons de nourriture immédiatement. Mais comme vous laissez le jeton, bah, les autres peuvent le récupérer. On peut se focaliser éventuellement justement sur ces différentes règles. Je vais vous montrer. Lorsque vous obtenez en fait des jetons, vous pouvez les récupérer. Alors le mieux étant de faire des collections identiques, parce que quand vous arrivez à 3, vous les défaussez, et vous allez pouvoir avoir un marché de cartes ici juste en dessous, qui vous indique des compétences particulières. Et en fait, ces compétences-là, vous pouvez les récupérer quand vous aurez fait un assemblage identique de 3 jetons de cueillette. Donc là, je peux en récupérer un. Je vais récupérer les bateaux qui me permettent maintenant, bah, tout simplement... Ah, la carte est collée, merci. Les bateaux me permettent maintenant de voyager à travers les routes maritimes. Ce qui est pas mal. Ah oui, voilà, moi j'aime bien. Là il est titré, c'est sympa. Je peux me déplacer. L'intérêt de récupérer ces cartes-là, c'est que autre possibilité quand vous récupérez 3 jetons identiques de cueillette, c'est que vous pouvez récupérer des petites cartes que j'ai placées juste ici. Voilà. Vous avez un petit tas de cartes ici qui vont être dégressifs. C'est-à-dire que ça rapporte 4 points, ça rapporte 3, puis 2, puis 1. Donc les premiers à se servir vont pouvoir récupérer cette carte-là, avec 3 jetons de cueillette identiques évidemment. Et ces cartes-là, elles se placent sur vos cartes de connaissances. Ah, j'ai oublié comment on fait des bateaux. J'ai oublié. C'est un peu ça. En fait, ce qui se passe, c'est que du coup, vous allez avoir les bateaux tant que cette carte est visible. Si vous choisissez à un moment de prendre des points de victoire, et vous ne pouvez le faire que si vous avez un emplacement disponible, vous le placez ici. Du coup, maintenant, vous ne savez plus naviguer parce que vous avez 4 points de victoire. Vous avez des points de victoire, c'est pas mal. On va pas se plaindre. En gros, le jeu se résume à peu près comme ça. Ce qui est très bien fait, c'est qu'il y a des moments où vous allez pouvoir révéler, c'est le cœur essentiel du jeu, des petites huttes. Donc quand j'arrive ici, je révèle une hutte. Comme c'est moi qui révèle, je vais pouvoir prendre une hutte de ma réserve, la jouer gratuitement, parce que normalement les huttes coûtent quelque chose, et votre petit bonhomme, il va se déplacer sur un nouveau feu de la région. Ça, c'est toujours la base, c'est que quand je construis une hutte, je suis obligé de revenir. Alors c'est pas mal parce que ça permet de gérer un peu les déplacements, parce qu'au fur et à mesure du jeu, vous allez récupérer des ouvriers, et donc quand vous en avez 2, c'est bien quand ils peuvent se répartir un peu les zones. Donc quand vous construisez une hutte, vous revenez au point sur un feu en fait de la région. Donc là par exemple en construisant ici, je peux revenir là, mais je peux aussi revenir là. Exact. Voilà. Quand je veux construire des huttes par exemple, notamment les huttes font des points de victoire en fin de partie, je pourrais plus tard, donc là par exemple c'était j'ai construit une jaune mais parce que j'étais rouge, bon bref. Si là mettons c'est le joueur jaune qui a construit une hutte, bah, le joueur rouge peut s'y mettre aussi. Et pour construire une hutte, vous devez payer autant de nourriture que de huttes déjà présentes pour en placer une. Donc là par exemple il y en a une, je dois payer une de nourriture pour placer une hutte. Je peux le faire qu'une fois. Voilà, tout simplement. Après je pourrais le refaire plus tard. Ça peut vite coûter cher. Ça peut vite coûter cher parce qu'il y a des situations où vous allez vous retrouver avec 4 huttes et vous dites ok, donc là si je veux placer une hutte à moi, je suis obligé de payer 4 nourritures, donc il faut que j'aille récupérer de la chasse, que je transforme en feu. Enfin, il y a vraiment quelque chose qui découle très vite en fait avec les différents. À 3-4 joueurs, je pense que c'est la guerre à ce niveau-là. Ouais. Enfin, on l'a vécu à 3, c'était déjà la guerre, mais à 4, je pense que c'est la méga guerre. Pourquoi c'est la guerre? Je rebondis dessus parce qu'en fait, il y a un principe de point de victoire en fonction des huttes que vous avez construites à la fin de la partie, un point de victoire par hutte construite qui vous appartient, et notamment un point par majorité de territoire que vous contrôlez. Donc là, par exemple, ici, le joueur jaune contrôle cette zone, il marque donc un point de victoire. En cas d'égalité, personne n'a rien. Voilà. Donc, techniquement, le jeu, là, j'en ai fait presque le tour. Oui, c'est ça. Vous avez un petit objectif personnel en plus, secret, voilà, pour compléter ça, pour faire des petits points supplémentaires éventuellement. Il y a une fin de partie qui s'enclenche lorsque 11 huttes auront été révélées, parce que les jetons de huttes qu'on révèle, on les place en haut ici, sur une petite frise, qui vous indique en fait qu'est-ce qui se passe pendant le jeu, parce qu'en fait, à certains moments où les huttes sont construites, bah, du coup, vous allez accéder à la deuxième zone, puis à la troisième, et enfin, ça va être fin de la partie. Et pendant ce temps, vous allez également gagner un ouvrier supplémentaire. On va dire que le jeu, au début, est
vous le découvrez en fait, donc ça c'est cool parce que c'est très thématique. Vous êtes un homme en plein âge de pierre. On avance à l'aveugle. Au début, c'est le loto presque. Ouais, c'est ça. Au début, on pioche les thunes, on dit oh bah écoute, j'ai ça, ah moi j'ai ça, ah merde, j'ai ça, ah non, je voulais pas ça, mais bon, tant pis. Donc à chaque fois au début, on révèle et puis petit à petit, on se dit ok, donc là je commence à construire une hutte. Ah, mais j'ai de la nourriture, je pourrais le mettre là, comme ça il aura pas la majorité. En plus, je construis une hutte, donc ça me fait un point. Et petit à petit, on commence à découvrir des choses, on commence à avoir des manières de marquer des points de victoire, notamment en récupérant des jetons de cueillette. C'est assez original comme mécanique parce qu'en fait, on va avancer sur un rythme qui est très particulier. Au début, on découvre et à la fin, on maîtrise. Donc, je pense que c'est un jeu qui peut vraiment plaire, non pas forcément à la même cible que les joueurs de Carcassonne, mais à une autre cible. Je n'arrive pas à définir concrètement, mais je pense qu'ils ont mis à partir de 10 ans. C'est pas forcément vrai. Dans la lecture des règles, c'est possible, mais surtout parce qu'il y a des petites variantes et il y a des installations qui sont à prendre en note. Je pense que des enfants de 8 ans peuvent y jouer. Il faut juste que je pense aussi, bien accompagné, ça se fait facilement. Bien accompagné, ça peut bien se faire. Enfin voilà, en tout cas, le système à la fin, c'est pas du tout une salade de points. Un point par hutte que vous avez construit, un point de majorité. Pendant que la partie, vous avez peut-être découvert des feux, donc ça vous fait un point de victoire. Et à la fin, je crois que c'est juste les objectifs. Mais vraiment, il n'y a pas de soupe de points. C'est un jeu qui a un rythme très original, je trouve. Il y a beaucoup de cartes de grottes, on n'en a pas parlé, mais il y en a énormément. Et en fait, pendant la partie, vous avez une tuile qui est une carte. Il n'y en a qu'une. Une tuile grotte qui va vous permettre de révéler une carte grotte et qui va, pour la plupart, changer les règles du jeu dans certaines régions. En général, c'est plutôt la 2. Et là, par exemple, la partie qu'on avait faite, c'est que ça permettait, dans la région 2 uniquement, de construire une hutte supplémentaire, en payant son coût évidemment. Mais du coup, avec une action de construire une hutte, je peux en construire 2 d'un coup. Il faut avoir le coût évidemment en nourriture, mais ça peut être très efficace pour prendre la majorité au dernier tour, par exemple. Voilà pour la petite présentation d'avant-première de Fire and Stone. N'hésitez pas, si vous êtes intéressé, à nous contacter par Facebook ou par téléphone. Je ne sais pas si j'afficherai le téléphone là, je pense que oui, j'essaierai de vous le mettre, pour éventuellement faire des réservations sur ce jeu, parce que si jamais il vous intéresse et que vous êtes sûr de l'avoir, vous nous contactez, vous dites ah j'ai vu Fire and Stone, ça a l'air quand même très cool. Ça sort en mars. Ça sort en mars. On sait pas quand en mars, mais ça sort en mars a priori. Voilà, donc c'est les Super Meeple qui font ça, c'est un jeu à partir de 10 ans, je rappelle, je pense que 8-9 ans ça peut le faire. 40... Moi je compte franchement un quart d'heure par joueur, c'est un peu ça. C'est ça, exactement. Ça. Ouais. On est sur 2 à 4 joueurs, et puis c'est un jeu de Klaus-Jürgen Wrede, je sais pas si je le dis correctement, j'ai fait espagnol LV2. Voilà pour Fire and Stone. Super. On va enchaîner sur un plus petit jeu. Un petit jeu d'ambiance, un jeu de pli, c'est vrai qu'il y a quand même quelques jeux de pli en ce moment. Donc ça c'est disponible au moment où vous regardez la vidéo. Ça par contre, tout le reste disponible dans cette vidéo. Las Vegan, petit jeu de mots avec Las Vegas. Un jeu de Baptiste Laurent, Corentin Lebras et Ludovic Maublanc. Waouh, illustré par Simon Caruso, je vais y arriver. Un jeu de pli dans lequel ce qui est très malin dans Las Vegan, c'est qu'en fait au début de la partie, aucune carte et aucune couleur ne rapporte de points ou n'en fait perdre. C'est pendant la partie que les joueurs qui joueront des cartes spéciales qui sont les 7 diront bah tiens, les 1 valent 1 point. Ou le joueur qui aura rapporté le plus de plis perdra 3 points. C'est ça qui est très malin, c'est que c'est pendant la partie que vous définissez ce qui rapportera des points ou ce qui en fera perdre. Les points c'est quoi? C'est des choux. Pourquoi? Parce qu'on va à Las Vegas pour jouer sur des machines à choux. C'est très original. Nous on cherche des jeux de mots où ils en ont carrément fait un jeu. C'est Kiff Edition, donc en même temps les gars ils sont là aussi pour déconner et c'est ça un jeu avant tout, c'est de déconner. On commence au début de la partie avec un certain nombre de cartes en main qui dépend du nombre de joueurs. On distribue toutes les cartes en fait. C'est un jeu qui peut jouer de 2 à 5 joueurs, il y a une variante pour jouer à 2. Et au début on commence tous avec 15 choux. Je vais dire 15 choux, en fait non c'est ça, 15 choux. Et après 4 manches, il faut que le joueur qui en ait le plus remporte la partie. Donc il faut éviter de perdre le moins de choux et évidemment en gagner le plus. Ce qui se passe à chaque tour, c'est un peu comme tout jeu de pli en fait. Vous allez avoir des cartes de différentes couleurs et quand je joue par exemple un 6, vert, du coup les autres joueurs doivent jouer à vert. S'ils peuvent pas, ils jouent une autre couleur, c'est pas très grave. La carte la plus forte remporte les cartes, et notamment quand toutes les cartes sont autres que des 7, ça n'a pas trop d'impact. Par contre, il y a moyen de gagner aussi un pli quand vous jouez un 0, qui n'est pas de la couleur demandée. Dans ce cas-là, du coup, c'est vous qui remporterez le pli. C'est le dernier 0 de la couleur qui n'a pas été demandé, qui fait que le joueur qui a joué ce 0-là remporte le pli. En remportant le pli, très bien, vous gagnez des cartes, mais vous ne savez pas encore la valeur qu'elles ont. Et c'est lorsqu'un joueur jouera un 7, à ce moment-là, s'il y a un ou plusieurs sets qui ont été joués, le joueur du coup qui a remporté le pli va définir sur différentes machines, donc là il y en a 4 à chaque partie, mais ça va changer, vous allez du coup définir qu'est-ce qui vaut quoi. Donc là par exemple j'ai récupéré un 7, je me dis là j'ai chopé un 7 et un 6, je pense que pour l'instant les 6 j'en ai pas mal en main, j'ai moyen de les récupérer, donc du coup ce que je vais faire c'est que je vais me dire que les 6 ils rapportent maintenant ici un point de victoire.
par 6 que j'aurai en main. Et mettons pendant la partie, ça va se cumuler. On va dire que le joueur a joué après -3, puis ici les 1 valent -1, ici ça vaut -3, et puis le 0, du coup il n'est pas utilisé. Ce qui fait qu'à la fin de la partie, vous allez regarder vos cartes et dire ok, j'ai pas de triple rouge, donc je ne perds pas 3 points. Par contre, c'est moi qui ai pris le moins de plis, donc je perds -3 points. Ici, j'ai 2-1, donc je perds -2 deux fois, donc -4. Par contre, j'ai 3-6, donc j'ai 3 points. Vous faites le total de ça vous donne un des points. Celui, du coup, en fonction du nombre que vous allez gagner des choux ou en perdre. C'est très simple, ça c'est le nombre en fait de choux que vous gagnez ou que vous perdez. Ok. Donc c'est un jeu très très accessible, de petits jeux de plis, et vous allez changer à chaque manche les différentes en fait cartes que vous avez dans le jeu, et du coup vous allez changer. Souvent c'est lié au trio de couleurs ou aux différentes valeurs de cartes, tout simplement. Donc très accessible. Si vous cherchez un jeu, je pense dans tous ceux qui ont joué à Oh My Brain, à Vélonimo, tous ces petits jeux de cartes en fait qui vous font penser à des jeux de défausse, de plis, très accessible. Vous pouvez y aller parce que franchement c'est un petit jeu que vous pouvez sortir. C'est dommage qu'il soit pas sorti en été parce que je pense que c'est un jeu que vous pouvez sortir à l'été avec n'importe qui quand vous voulez quoi. Il sera toujours là cet été on espère. Et oui. Allez hop. Donc ça c'était Las Vegas et là on enchaîne sur un plus gros jeu. Un jeu coopératif. Compétitif. Beaucoup plus costaud en effet. Wonderbook qui est un jeu de Martino Ciacchiera et Michele Piccolini. Je sais pas si je le dis bien. Un jeu illustré par Miguel Coimbra. Miguel Coimbra, vous l'avez peut-être déjà vu quelque part, notamment sur Seven Wonders. Et c'est alors Dario Sestaro, je ne sais pas ce que l'icône représente. Je pense que c'est. Je vois le petit livre, donc je pense que ça a un rapport avec ce qu'on va dévoiler juste après. Je pense que ça doit avoir un rapport avec ça. C'est un jeu à partir de 10 ans, c'est des parties d'environ 1 heure, et comme c'est coopératif, de 1 à 4 joueurs. Ici, vous avez une mise en place qui est liée à votre première partie. Effectivement, Wonderbook est un jeu de narratif dans lequel la narration se fait à travers un paquet de cartes qui est composé en fait de chapitres. Ici, vous avez les cartes de chapitres. Chapitre 1, un livre extraordinaire. Boum, vous retournez la carte, vous lisez le pitch, hop, passez à la carte suivante. Oh, des nouveaux héros arrivent. Ah, vous allez choisir des héros. Là, du coup, je vous ai placé les différents héros. Chacun choisit ses héros. Vous avez des cartes de héros avec les différents points de vie, vos différentes capacités. Allez, je vous passe tout ça en détail. Je ferai un point quand même sur l'édition qui est juste folle. Vous allez avoir du coup après différentes péripéties qui vont arriver, notamment grâce à ce plateau. Je vais m'attarder un petit peu sur le plateau, pourquoi déjà sur plusieurs choses par rapport à l'édition. Le plateau, vous le voyez ici, en fait, ça ressemble à un plateau un peu étrange. Et effectivement, si je vous montre la particularité de ce jeu, c'est qu'en fait, ça s'appelle Wonderbook. Pourquoi? Parce qu'effectivement, Wonderbook est un jeu pop-up. Mon Dieu, qu'il est beau. Voilà, ça c'est Wonderbook. Donc c'est un arbre magnifique. Moi, ça n'aura de cesse de m'impressionner. Là du coup le plateau c'est un pop-up, donc au début en fait on joue avec le livre face on va dire fermé et du coup vous le mettez sur la face indiquée sur le jeu et plus tard dans les chapitres vous allez avancer dans ce Wonderbook avec des petites languettes à tirer, des choses à révéler. Je n'ai pas envie de toucher parce que j'ai pas envie de me faire spoil parce que je n'y ai pas encore joué et je pense y jouer ce week-end, notamment vous regardez cette vidéo le vendredi, donc peut-être ce soir j'y aurai joué. Donc si vous passez samedi, je pense pouvoir donner des retours en termes de mécanique. Parce que en plus, même si j'y avais joué, je pourrais pas trop vous en dire parce que forcément, c'est un jeu très narratif et j'ai pas envie de vous spoiler. Globalement, comment ça va se passer? Vous, en général, jouez des petits héros. Est-ce qu'on fait un point sur les figurines de qualité? Je pense que oui, parce que ces figurines sont extrêmement belles. Ouais. Le matos, il est génial, notamment par rapport à la qualité de figurines. Les petits socles qu'ils ont ajoutés, qui se retirent simplement et qui s'ajoutent facilement pour indiquer quelle couleur le genre toujours plaisir. Ça c'est hyper bien. Les petits joyaux ils sont géniaux, ils allaient me dire mais oh là là ils sont sympas des cartes, ils mettent ça dans des petits trucs plastiques. Non, moi j'ai rien rajouté, ça c'est dans le jeu. Avec le petit couvercle pour pas que ça bouge dans la boîte. Le petit couvercle qui ferme et comme ça quand on secoue sa boîte c'est que... ça paraît gadget mais vous êtes bien content de les retrouver bien rangés et de les poser sur la table à portée de main de tout le monde sans y penser, sans effort. Alors ici vous le voyez, pour ceux qui ont joué notamment à Mice & Mystics, c'est l'histoire de peluche, il y a ce petit côté là, parce que votre plateau il est jonché de différents éléments, et c'est à travers ce plateau là que vous allez pouvoir interagir avec des cartes. Il y a notamment des excellents dés ici, pourquoi? Parce que quand vous faites des tests ou quand vous frappez des monstres qui sont des petits wyrms, et du coup vous allez essayer de tenter de faire des succès pour les taper et leur afficher des dégâts. Attention, eux ils ont également des cartes qui vont pouvoir révéler à certains moments de la partie quand ce sera indiqué dans les cartes, et il peut se passer des choses, et eux ils sont méchants, et ils veulent vous massacrer. Donc voilà, je ne vais pas trop en dire dessus, les mécaniques ne sont pas forcément très complexes, je pense que c'est à partir de 10 ans parce qu'il y a quand même du texte à faire, et un enfant de 8 ans pourrait sans problème y jouer, sauf il faut qu'il soit accompagné par des joueurs un peu plus âgés. J'aimerais vous en dire beaucoup plus dessus, mais je pense que même si j'avais joué je pourrais pas, que même si j'avais découvert des choses dans ce magnifique Wonderbook, je pourrais pas vous le dire non plus. J'ai juste envie de vous dire que le jeu donne vraiment envie. Mais oui. par le matos on a envie d'y jouer.
Par l'approche des règles, je vais pas trouver ça extrêmement compliqué. C'est assez bien fait pour un jeu qui... déjà va apporter une petite rejouabilité quand même. Sur un jeu narratif c'est toujours très compliqué, mais là un petit peu comme Oltré en fait c'est des chapitres, donc vous allez le faire les uns à la suite des autres, ça dure 1 heure voire 1 heure et demie sur les chapitres, ça dépend de vous en fait. Si vous êtes aussi 2 ou 4 joueurs ça peut être un peu plus long sur des discussions. Mais déjà vous avez 6 chapitres à l'intérieur, et ces 6 chapitres là sont totalement rejouables. Donc après est-ce qu'il y a une possibilité de narration on va dire... de double narration où à un moment je fais un choix et du coup je ne vois pas une partie. Ah, des petits embranchements scénaristiques. Ah, des petits embranchements scénaristiques, ça. À découvrir. Pour l'instant, on n'y a pas joué. C'est vrai que on ne vous dira rien sur le peu qu'on sait de toute manière, puisque c'est un jeu où on fait des découvertes. C'est ça. Donc voilà, j'aimerais vous en dire plus, et en même temps je ne vous en dirai pas beaucoup pour pas vous spoiler. Voilà, en tout cas c'est Wonderbook, ça donne vraiment envie, j'ai très hâte d'y jouer. Et c'est toi maintenant, Antoine, qui va passer devant la caméra. Moi, j'aime pas trop les jeux de pli. Je dis pas que les jeux de pli c'est pas bien, mais chacun ses goûts, et c'est vrai que les jeux de pli, à part quelques-uns, c'est pas trop mon truc. Mais j'aime bien les jeux, on se cogne dessus à base de points de vie avec des thématiques très fortes. Pour le coup, le tournoi de Camelot ou de Camelot, moi j'aime bien dire Camelot parce que j'ai toujours dit comme ça. Et bien, c'est un bon juste milieu entre les deux, puisque là on va jouer les personnages. J'allais dire historique, non pas du tout, les personnages légendaires, forcément du coup de la légende de Camelot, du roi Arthur et autres. Donc roi Arthur, la dame du lac, on peut jouer la dame du lac, c'est trop bien, Guenièvre, Lancelot, bref, ils sont tous là, qui vont se cogner dessus durant un tournoi, et ce tournoi va se régler à base de cartes, tout simplement. Alors, comment ça fonctionne? On a certes des cartes en main, j'en ai pris en vrac, je sais pas si on en a autant. On a ici nos cartes qui vont indiquer nos points de vie en gros, donc vous voyez à 400 je suis en pleine santé, je suis complètement vaillant. Ensuite je passerai valide si on commence à trop me cogner dessus, ensuite hop là je serai affaibli, et pour finir je serai mutilé, voire peut-être même décédé. Ok, et on choisit également un personnage, donc admettons, mais moi je vais jouer Guenièvre, voilà, parce que j'aime bien le fait que Guenièvre elle mette son armure, elle prenne une épée et elle va tataner tout le monde, ça j'aime bien cette idée. Comment ça fonctionne? C'est un jeu de pli, c'est très simple. Donc on va jouer des cartes. Alors là, moi j'ai préparé une petite démo évidemment pour vous expliquer rapidement. Il y a une première personne qui va jouer une carte, donc admettons, hop là, cette carte-ci. Donc là on joue en bleu, on joue en épée, donc comme dans tout jeu de pli. Si vous avez la bonne couleur, vous jouez la bonne couleur. Ok, donc par exemple, le joueur suivant, hop là, il joue une épée, tout va bien. Le but du jeu, c'est de pas perdre le pli. En fait, en gros, la personne qui aura la valeur la plus basse va ramasser les cartes. Va gagner le pli, mais on veut pas gagner le pli, puisqu'en fait les cartes, selon la quantité de cartes que vous prenez et selon si ce sont des cartes empoisonnées ou pas, vous allez perdre plus ou moins de points de vie. Ok, comme dans tous les jeux de pli, si vous n'avez pas la bonne couleur, vous allez devoir faire autrement, mais si vous avez de l'alchimie, c'est bon, vous pouvez jouer l'alchimie, d'accord? Attention, là on a 2 fois la même valeur, donc ça va avoir un impact dans le jeu, je reviens juste après. Et puis admettons un 4ème joueur, lui il a ni d'alchimie ni d'épée, il est complètement à la ramasse ce joueur. Lui il comptait faire une joute de sorcellerie, il défausse sa carte de sorcellerie, il perd des points de vie parce que en fait il est tellement déshonoré que c'est comme si on l'avait blessé pour de vrai, et on l'oublie pour l'instant. Là, en temps normal, ce serait le 12 qui gagne, d'accord? Mais là le truc c'est qu'il y a une égalité, de comment on départage. En fait, ces cartes là, elles sont annulées. Donc finalement la valeur la plus faible, c'est la personne qui avait son 12 d'épée et qui va ramasser les cartes et qui va perdre des tranches de points de vie correspondant aux cartes qui sont prises. Voilà en gros sur le fonctionnement général des joutes, mais il y a plein de petites choses qui vont venir se greffer à ça, notamment vous avez votre personnage qui a un effet de base, toujours très thématique, vraiment c'est agréable de voir à quel point ils ont poussé la thématique jusqu'au bout, notamment au niveau des illustrations. Et puis en plus de ça, votre personnage, il vient pas tout seul, il vient avec une 2ème carte. Donc Guenièvre, elle est venue avec Lancelot, comme de par hasard. Et il y a un seuil d'activation. Vous voyez par exemple quand elle a moins de 150 points de vie, Guenièvre, il y a Lancelot qui arrive à son secours, tel le chevalier servant qu'il est. Et un peu traître aussi quand même, on va le dire, mais on l'aime bien. Moi j'aime bien Lancelot. Et il vient aussi avec ses propres effets. Aussi quand vous perdez une joute, vous allez récupérer une faveur divine. Donc les faveurs divines, ce sont des petites cartes avec des effets également. Donc si vous êtes un petit peu à la ramasse, le jeu vous permet de remettre le pied à l'étrier pour revenir dans le jeu. Et vous allez avoir des effets qui se déclenchent, donc suivant à quel niveau de point de vie vous êtes, suivant le personnage que vous avez. C'est vivant en fait, c'est très vivant. Et donc je l'ai dit, que vous aimiez les jeux de pli, que vous aimiez les jeux très thématiques où on se bastonne à coups d'épée, de sorcellerie, d'arc. Il y a des cartes Merlin aussi, j'en ai pas parlé, mais dans vos mains il peut y avoir des cartes Merlin et apprentis qui sont
Ce sont des cartes que vous pouvez jouer même si vous avez la bonne couleur, qui ont des effets également. Bah, bref, voilà, le tournoi de Camelot ou de Camelot, ça peut être pour vous. Donc, c'est un jeu de Ken Shannon, Karen Bukinski et Jody Barbessi. C'est un jeu de 3 à 5, hein, comme tous les jeux de pli, il faut être minimum 3, à part les petites exceptions qu'on connaît, donc par exemple Jekyll and Hyde, mais là il faut bel et bien être au moins 3 joueurs, jusqu'à 6 chevaliers, pardon, jusqu'à 6 joueurs. Eh oui. Je vous ai dit une bêtise. Pour des parties d'environ 45 minutes, là ça dépendra bien sûr du nombre de joueurs. Voilà pour le tournoi de Camelot. Et juste à côté, on change totalement d'ambiance, puisque juste à côté, c'est Terraforming Mars Expédition Ares. Alors, oui, j'aime bien les jeux thématiques où on se cogne dessus, mais j'aime bien aussi la science-fiction, n'est-ce pas, et les jeux de gestion. Bah là, je suis vraiment content de vous parler de Terraforming Mars Expédition Ares. Moi, personnellement, ça a été un achat immédiat. La question s'est pas trop posée, parce que j'adore Terraforming Mars, et là, du coup, la promesse, c'est que c'est une version un peu plus light, en fait, de Terraforming Mars. Light à certains égards, il y a aussi des choses qui ont un petit peu changé, hein, c'est pas juste de l'alléger pour faire de l'alléger. On va retrouver les cartes. C'est le cœur du jeu. Là, les cartes, ça ne change pas. Il y en a toujours plus de 200. Elles vont combiner tel que vous le connaissez. Si vous ne connaissez pas, je vais vous faire un petit récap de ce que c'est que Terraforming Mars. Terraforming Mars, c'est un jeu dans lequel on va aller rendre Mars habitable. Nous, on joue des entreprises futuristes, des méga corporations. Et on va donc utiliser ces cartes pour aller influencer sur divers paramètres que sont, là ici, on a donc le taux d'oxygène. Quand on va construire des forêts, le taux d'oxygène va monter, mais il y a d'autres moyens de le faire. La température, et puis on va aller donc dévoiler des océans qu'on ne voit pas ici au centre du plateau. Il y a des océans en temps normal qu'on va aller dévoiler, qui vous donnent des bonus, et forcément, ça aussi, ça permet de terraformer. Voilà en gros le principe de base. Ça vaut bien pour Terraforming Mars classique, tout comme celui-ci. Là où ça va changer, donc comme je l'ai dit, c'est qu'ici le plateau est un peu plus light, effectivement. On va pas aller construire des cités comme dans le classique, ça allège un petit peu le jeu, mais aussi la manière dont on joue, puisqu'en fait on va pas jouer chacun son tour en faisant X actions. Là, ce qui va se passer, c'est que vous allez programmer les actions. Donc il en existe 5 différentes. On va tous simultanément choisir une action. 1, 2, 3, hop, on révèle notre action. On va faire l'action que l'on a choisie, nous, en ayant un bonus, mais on va faire aussi les actions des autres joueurs. Voilà. Potentiellement, suivant le nombre de joueurs, vous allez faire plus ou moins d'actions. Alors, paradoxalement, le jeu, si vous êtes 3 ou 4, il peut aller plus vite que en solo ou à 2. Alors, en solo, je l'ai pas encore testé, mais c'est imminent. En tout cas, ça peut aller plus vite qu'à 2, puisque forcément, il y aura plus d'actions. Ça rappellera à certains Race for the Galaxy. Forcément, le pont est à faire. C'est un petit peu un Terraforming Mars boosté au Race for the Galaxy. Ce qui va changer également aussi, c'est le travail éditorial pour le coup. Alors le travail éditorial de Terraforming Mars de base est correct, je veux dire, mais là on est sur quelque chose de fou, parce que déjà les illustrations sont magnifiques et je ne m'y attendais pas à avoir de belles illustrations dans Terraforming Mars. Je m'y attendais pas du tout, c'est très agréable. L'iconographie a été légèrement revue. Je la trouve beaucoup plus claire que le jeu de base, et en plus vous avez le texte à côté qui décrit vraiment ce que fait votre carte, et c'est de manière très claire. Je n'ai pas vu de coquille, je n'ai pas eu d'incompréhension. À partir du moment où vous comprenez les mots-clés, les iconographies, les couleurs, c'est parti quoi. Et donc le jeu, lui, est venu pas tout seul. C'est un peu comme le jeu de rôle. Le jeu de rôle, il vient, il est jamais tout seul, il y a toujours l'écran, le truc. Là, c'est un peu pareil. Il est venu avec son petit sachet de cartes supplémentaires. Dedans, il y a de nouvelles méga corporations, puisqu'en fait, en début de partie, vous choisissez une corporation. Elle a un petit effet de base. Elle vient déjà vous donner parfois des petits blasons. Elle vous dit combien d'argent vous avez pour commencer la partie, parce que c'est un petit peu le nerf de la guerre. Hein. L'argent, ça va être très important dans Terraforming Mars. Et puis des bonus divers et variés. Et puis ça vient aussi avec des cartes supplémentaires, donc qui se rajoutent aux fameuses plus de 200 cartes et quelques que vous avez dans le jeu de base. Et pour ceux qui aiment bien un maximum de confort, on a le tapis de jeu. Alors le tapis de jeu, non, parce qu'en fait dans ce sachet là, ce gros sachet, vous avez 2 tapis de jeu où on va ici mettre nos cartes vertes. Donc les cartes vertes, ce sont les cartes qui vont nous donner divers bonus pour aller jouer d'autres cartes ou pour gagner de l'argent, etc. Et puis ici les cartes bleues et cartes rouges qui respectivement vont vous donner plus d'actions et vont vous donner des bonus immédiats. Vous mettez votre plateau ici. Alors le plateau, je ne l'ai pas dit, mais il est creusé, d'accord. Le plateau double couche. Vous n'avez pas besoin de l'acheter à part comme dans la première version. Il est dans la boîte, il y en a 4. C'est très agréable d'aller positionner ces petits cubes. Il y a un grand espace pour aller mettre d'autres petits cubes qui vont déterminer la valeur de chaque élément que vous possédez. Vous allez stocker vos petites forêts ici, et ici les cartes que l'on vient de jouer et la carte que l'on a jouée précédemment. Pourquoi? Parce que vous ne pouvez pas jouer 2 fois de suite la même action, vous ne pouvez pas totalement maxer vos actions. Va falloir être un petit peu opportuniste, aller récupérer les actions des autres joueurs. Donc voilà, il y en a 2 dedans. Si vous voulez jouer à 4, il faut prendre 2 petits sachets forcément, mais il est à 12 €.
Et je trouve ça très ok comme prix pour ce qu'on va avoir à l'intérieur. Voilà pour Terraforming Mars que je suis très content d'avoir en boutique. Petite interruption de cette vidéo pour faire un point Cannes, puisque Cannes c'est la semaine prochaine, et du coup la semaine prochaine il n'y aura pas de vidéo du vendredi. Oh oui, c'est pas grave, vous allez pouvoir rester avec nous, puisque du coup c'est le Instagram qui va être plus vivant que jamais. Alors le Instagram cette semaine il est un peu fatigué, il est occupé à faire d'autres choses, parce que le Instagram c'est essentiellement Alice qui l'alimente, avec toute sa maestria. Elle arrive toujours à faire des magnifiques photos, des petits, dans des tout petits espaces, elle arrive à vous donner un maximum d'informations, bravo à elle. Voilà, vous allez pouvoir suivre nos aventures à Cannes du coup sur le Instagram, donc allez-y, abonnez-vous, suivez-nous. Oui. On va essayer de faire des petites vidéos. On sait pas du tout. On est un petit peu en freestyle en termes d'organisation pour l'instant. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on est bien organisé pour aller récupérer un maximum d'informations et puis vous faire des belles sélections pour l'année qui arrive jusqu'au prochain Cannes. Alors, derrière moi, j'ai la sélection Cannes. On va la revoir ensemble. Et puis, dans les commentaires, dites-nous pour vous, quels sont les potentiels gagnants dans chacune des catégories. On va commencer par la catégorie enfant avec Attrape Monstre et Bubble Stories. Normalement il y a Pimpon ici, mais Pimpon on l'a pas à la boutique, on l'a toujours pas, peut-être qu'on l'aura, je ne sais pas. Voilà, selon vous, lequel va gagner dans la catégorie enfant? Dans la catégorie généraliste, dit l'As d'or tout court, Seven Wonder Architect, Happy City et Cartaventura, donc c'est l'ASA qui est nommé, mais bon, on a mis la gamme Cartaventura parce que c'est ce que ça veut dire en fait. Juste après, la catégorie initiée avec Nouvelle Contrée, Oltré et Living Forest. Et pour terminer, la catégorie expert avec Iki, les ruines perdues de Narak. Il n'y a pas d'une Imperium, mais il revient au mois de mars normalement, ok. Vous en pensez quoi? Quels vont être les gagnants de cette année? Vous mettez en commentaire. Il n'y a rien à gagner cette fois, d'accord? C'est juste pour le plaisir de lire votre commentaire. On va vraiment les lire pour de vrai. Et bien, à vos théories. Peut-être qu'on offrira quelque chose qu'on aura récupéré à Cannes. Peut-être. On vous l'a dit, orga là-dessus, freestyle, c'est pas grave, suivez-nous parce que on va pas vous oublier, on va faire un max de photos, on va faire des petits reviews, on va vous donner du contenu parce qu'on est déterminé à vous donner du contenu. En attendant, on passe côté JDR. Actu JDR, tout. Je suis vraiment pas sûr de le faire à chaque fois, vraiment pas. Je pense que c'était la dernière fois. L'actu JDR donc, avec Vasberg dans un premier temps. Vasberg, je vous en avais parlé il y a pas longtemps, je pense il y a 2-3 semaines, puisqu'on avait reçu Vasberg Initiative, ces petits fascicules qui permettent de prendre facilement un jeu de rôle en main. Quand on ne connaît pas, ça nous permet de découvrir très rapidement si on a envie d'acheter tout le reste de la gamme. Et pour Vasberg, ouais, on a envie d'acheter tout le reste de la gamme. Alors c'est une réédition en fait, Vasberg, ça avait déjà existé, c'est une nouvelle édition. Dans Vasberg, grossièrement, on va jouer des gardes, de la patrouille en fait d'une grande ville médiévale qui se nomme Vasberg. Alors pas vraiment médiéval fantasy, puisqu'en fait la fantasy elle n'est plus là. La magie existait avant, mais la magie n'est plus là du tout. Littéralement, il n'y a plus de magie, mais aussi il y a vraiment un côté un petit peu métaphorique, puisque c'est un univers assez sombre, assez crasseux, les gens sont un peu en dépression, les gens sont assez malhonnêtes. Alors c'est un peu, un univers un peu médiéval, sombre, voyez-le comme ça, avec tous les clichés qui vont avec, et vos gardes vont être plus ou moins corrompus, ça c'est à vous de voir. Moi j'aime bien faire des personnages très corrompus parce que je trouve ça rigolo, alors attention, on peut se faire pincer, et on peut nous-mêmes finir au trou. Voilà, c'est vraiment ce genre d'ambiance qu'il va y avoir, entre ce genre d'ambiance un peu crasseuse, un peu médiévale, et puis de la vraie enquête aussi, parce que c'est très orienté enquête. Ça peut être orienté baston très rapidement, il suffit d'aller dans la taverne du coin, vous allez voir que de la baston il va y en avoir. Ce petit format édité par les 12 singes, qui font toujours un travail merveilleux. Moi, quand je vois qu'il y a des choses à commander chez 12 singes, même si je connais pas le JDR, je vais tout de suite m'y pencher, parce que c'est toujours un super travail. C'est toujours des prix accessibles, parce que ils savent adapter le format. Et là, on a un format un peu intermédiaire entre un tout petit volume et quelque chose un peu plus consistant. Il y a de la page, il y a de l'illustration. J'aime vraiment le format. Et comme je l'ai dit juste avant, le JDR il ne vient pas tout seul. Non, c'est très rare qu'il vienne tout seul. Là il est venu avec son supplément une fois de plus. Alors supplément qui est en souple cette fois-ci. Un supplément pour Vasberg qui s'appelle Les coulisses de l'injustice. C'est donc un supplément. C'est un... Ok, magnifique, non mais bravo. Et du coup, est-ce que je vais arriver à enchaîner avec ça? Les coulisses de l'injustice, j'adore le titre, parce qu'en fait on a compris tout ce qui se passait, et rien que le titre, vous êtes dans l'ambiance. Il y a Alex qui continue de rire derrière la caméra, si ça vibre c'est normal, il va savourer sa blague encore quelques minutes, et après ça va passer, vous inquiétez pas. Donc dans les coulisses de l'injustice, il y a un focus sur tout le système judiciaire de Vasberg.
Et qui dit système judiciaire de Wasberg dit probablement encore un peu de corruption, hein, au cas où il n'y en avait pas assez, on en rajoute une petite couche. Il y a du scénario dedans. Alors je l'ai pas dit, mais dans le livre de base, il y a 3 scénarios, ce qui est agréable quand on commence avec un livre de base, d'avoir un petit peu de contenu à faire sous la main, même bien sûr, après il vous lâche pas dans la nature, il vous explique vraiment comment faire vos propres scénarios, c'est toujours agréable. Bah, là-dedans, il y a encore des scénarios supplémentaires. Hop. Et juste ici, supplément. Alors là, le livre de base était déjà là, mais supplément tout seul, mais supplément quand même. Supplément pour RuneQuest. Alors RuneQuest, je vais essayer de pas dire de bêtises, parce que Jeff, le patron, adore RuneQuest, et pas que. Il y a pas mal de rôlistes à l'ancienne, mais aussi des rôlistes un peu plus jeunes, un peu plus de ma génération, qui découvrent ou redécouvrent RuneQuest avec cette magnifique édition. Elle est vraiment très belle. Oui. Hop là, c'est du Medieval Fantasy. Je n'en dirai pas plus parce que j'ai vraiment pas envie de dire de bêtises. Voilà. Par contre, ce que je peux vous dire de manière sûre et certaine, c'est que dans ce supplément, vous allez trouver l'écran. Vous voyez, l'écran, il est en 4 volets. Ça, c'est agréable. L'écran en 4 volets, déjà, ça tient bien sur la table. Même si il y a un gros relou qui vient mettre un coup de genou sur la table, votre volet, il tient en place. Et puis surtout, vous allez avoir un maximum d'informations à l'intérieur de votre volet côté MJ. Maximum d'informations, voilà, des petits tableaux qui vont bien, des petits rappels de règles importantes, mais en début quand on est meneur au début, ces règles importantes on les a pas forcément en tête. Quand vous avez l'écran, vous êtes paré à tout, et puis vous allez pouvoir faire vos petits jets de dés bien malicieux pour faire tomber les joueurs dans des pièges et autres. Mais pas que, puisque en plus de l'écran, vous avez un livre qui vous présente alors du contenu, du lore, du background, de l'univers. Vous allez avoir également le calendrier glorantien, parce que ce que je sais de RuneQuest, c'est que ça se passe à Glorantia majoritairement. Voilà, vous avez le calendrier glorantien. Juste avant là qu'on filme, je disais à Alex, c'est cool parce que en général, les personnages de l'univers dans lequel vous jouez, ils connaissent bien les us et coutumes. Enfin, au moins le calendrier, quoi. Normalement, on le connaît. Les joueurs, ils le connaissent pas forcément. On débute, on prend notre personnage en main, et puis des fois au bout de 7-8 sessions de jeu, on sait toujours pas à quoi ça correspond. Le 6 glace-vent, on sait pas quel jour c'est dans l'année. Bon, alors si, c'est peut-être de l'hiver, 6 glace-vent. Mais du coup là maintenant vous avez le calendrier, vous savez, et sur le calendrier il y a les jours saints, il y a les jours où on va plutôt favoriser tel dieu. Ça peut être hyper important pour le lore. Donc voilà, je trouve que c'est une excellente idée. Vous allez trouver des cartes géographiques, ça aussi pour s'orienter, il n'y a pas mieux. Pareil, vos personnages sont censés connaître un minimum les lieux, c'est bien si vous les connaissez aussi. Des personnages pré-tirés, bref. Vraiment là-dedans, il y a tout ce qu'il faut dans ce petit kit pour meneur du jeu, avec bien sûr les petites choses qui vont pour les joueurs, puisque ça va toujours de pair. Voilà pour la petite actu JDR, et on repasse de l'autre côté. Alors j'ai l'impression que je me répète beaucoup dans cette vidéo, mais j'adore les jeux avec une thématique forte où on se tatane dessus à base de combos de cartes. Mais alors cette semaine je suis ravi puisqu'on a Indomptable qui était arrivé. Alors on y a déjà joué avec Alex, on a fait une partie pour pouvoir bien vous en parler, mais aussi parce qu'on avait très envie de se faire plaisir avec ce jeu. On est déjà conquis. Indomptable, de quoi s'agit-il? C'est un jeu de cartes, d'affrontement, honnêtement, je peux pas citer le mot Magic, c'est assez proche de Magic, mais pas que, qui forge et autres, puisque c'est un jeu de combinaison de cartes dans lequel on va essentiellement poser des créatures qui sont ici des animaux, et on va s'affronter. Alors ici, points de vie, enfin en tout cas le but c'est pas de faire descendre les points de vie de l'adversaire à 0, mais votre adversaire, comme vous-même, va avoir 3 forteresses comme ceci, l'une sur l'autre, avec à chaque fois 7 points de vie. Il y en a peut-être avec plus ou moins, en tout cas celle qu'on a vue, nous vous avez 7 points de vie, chacune un petit effet, et le but du jeu ça va être d'attaquer la forteresse de l'adversaire, donc comme ceci en lui infligeant des dégâts, puis une fois que vous lui avez fait 7 points de vie, clac, vous allez passer à la forteresse suivante, etc. Comment est-ce que ça se joue? Eh bien, ça se joue avec donc ces cartes, hop là, qui sont des cartes d'animaux comme je vous l'ai dit. Alors il y aura d'autres choses, il y a des cartes objets comme ceci également. À chaque partie, vous allez choisir 3 races d'animaux parmi toutes celles disponibles dans la boîte. Vous allez mélanger toutes les cartes de cette race d'animal et c'est votre paquet pour la partie. Évidemment, je vous en doutez, chaque animal vient avec sa propre stratégie, sa propre saveur. Donc là, par exemple, on a mélangé les renards avec les crocodiles, avec les caméléons. Renard et caméléon que j'ai déjà joué parce qu'ils avaient une tête de fourbe et que j'adore jouer des fourbes, et Alex avait déjà joué les crocodiles parce qu'il a des têtes de gros bourrins et qu'il aime bien les gros bourrins. Au final, qui a gagné?
C'est moi. C'est toi, hein, voilà, parce que Alex gagne toujours, déjà, pour commencer, mais aussi parce que les gros bourrins, ils étaient un peu plus équilibrés. C'est vrai que moi, je manquais de bourrinitude. Voilà, c'est pour ça que là, je me suis dit crocodile avec renard et caméléon, on mélange bourrinitude et forberie, et clac, on a quelque chose. Bref, comment ça se joue? Ben, c'est assez simple, hein. À votre tour, vous allez donc pouvoir poser une carte devant vous comme ceci. Clac, une maximum. Bah, c'est un petit peu comme le mana ou les terrains dans Magic. En fait, donc c'est une carte de votre main que vous sacrifiez. Donc déjà, il y a des choix à faire. C'est pas juste un terrain qui est là pour être joué. Non, non. C'est une carte que vous vous dites, bah celle-ci, je ne la jouerai point de la partie puisque clac, elle vient vous fournir un petit symbole d'énergie et vous allez pouvoir l'engager. Alors c'est un symbole de puissance, hein, techniquement, pour aller faire venir une carte en jeu. Donc par exemple, là, je peux jouer donc mon assassin caméléon. Les cartes ont souvent un effet d'arrivée en jeu, ou quand elles quittent le jeu, ou un effet de garde, hein, donc vous êtes obligé de taper sur le garde avant de pouvoir taper sur les autres animaux, ou de pouvoir aller taper sur la forteresse. Bien sûr. Ils ont des points de force pour faire des dégâts donc à l'adversaire, enfin aux créatures adverses ou à la forteresse, et puis des points de vie. Là-dessus, pour l'instant, on est sur quelque chose de très classique. On va attaquer, on va engager lorsqu'on attaque. Là où il y a quelque chose d'original aussi. Faut noter cette originalité, moi j'ai trouvé ça très sympa. Quand vous attaquez avec une créature, vous attaquez soit une autre créature bien précise, soit la forteresse. On choisit qui on attaque précisément. Sauf quand il y a un garde, on est obligé d'attaquer le garde, mais c'est vraiment le seul cas précis. Donc je peux dire, bah, avec cette créature, moi je t'attaque celle-ci, avec cette créature, je t'attaque celle-ci, puis avec cette créature-là, je t'attaque la forteresse. Et on va résoudre l'un après l'autre tranquillement. Autre originalité, je vous l'ai dit donc, c'est que bah, on va donc aller devoir sacrifier des cartes de notre main comme ceci pour aller générer de la puissance. On va devoir aussi à chaque tour vous piochez 2 cartes en fin de tour et vous allez toujours devoir en jeter une. Donc bah, vous la jetez et vous la mettez à côté de votre forteresse actuelle. Clac. Elle n'est pas vraiment définitivement perdue parce que bah, déjà il y a quelques effets qui permettent de récupérer les cartes, mais aussi puisqu'en fait ça devient une sorte de carburant puisque vous allez avoir un pouvoir comme ceci, donc avec un petit symbole de patoun que vous allez pouvoir déclencher en dépensant les cartes qui sont dans votre défausse. Donc bah, votre défausse c'est aussi voilà, une sorte de carburant, ce sont des points, donc bah, une carte est égale à 1 point que vous allez consommer pour faire un effet. Donc là par exemple, payez 3, révélez les premières cartes de votre deck, si elle a dernière parole qui est un mot-clé, déclenchez cet effet. Donc je paye 3, clac, 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 et je fais mon effet. Voilà en gros comment ça fonctionne. Moi je trouve ça assez original, d'autant plus que quand vous allez vous faire détruire votre forteresse, vous allez passer à un effet différent. Et il y a aussi certaines cartes, comme par exemple hop là, Reinhardt le voleur, qui ont un effet que vous pouvez déclencher en dépensant des cartes ici de votre défausse. Donc votre défausse, c'est pas juste des cartes qu'on met de côté, on les oublie, elle est très importante. Petit point sur Indomptable, ses forces, bah c'est déjà, vous l'avez vu, il y a plein de petites originalités. Il y a 9 factions en fait. Il y a 9 factions, donc vous allez faire pas mal de mix. Vous pouvez jouer jusqu'à 3 en prenant 3 factions chacun, ça tombe tout pile. Vous pouvez jouer à plus si vous décidez de jouer avec des personnes qui ont aussi Indomptable et faire pourquoi pas des mix encore différents. C'est juste assez original pour se démarquer de Magic tout en étant assez proche pour que bah, voilà, le pont se fait de manière évidente. Et surtout, c'est accessible. Je voulais préciser, il y a ce côté un peu smash-up. Il y a un côté smash-up, c'est hyper plaisant hein, voilà, de se dire bah, moi je vais utiliser les caméléons, c'est des gros assassins. Les renards, parce qu'ils ont pas mal de petits effets bien sympas quand ils arrivent en jeu et ils peuvent un petit peu passer en mode sneaky sur le côté pour vous taper. Oui. Et des gros crocodiles bourrins avec plein de points de vie pour équilibrer tout ça. Parce qu'ils ont beaucoup d'effets de dernière parole. Ah ouais. Ce sont des effets qui s'enclenchent quand ta créature elle quitte le jeu. Voilà, donc déjà ils sont intuables, ils ont beaucoup de points de vie, mais en plus quand vous les tuez au dernier moment, ils vous emportent dans la mort un ou deux personnages. Voilà, bon, j'ai pas trop aimé ça, moi. Non, franchement, ça donne envie d'aller jouer les autres factions, les autres animaux. Alors, on les a pas tous sortis, mais je vous les montre rapidement. Il y a aussi les lapins qui sont donc des soldats parce qu'il y a toujours une thématique forte à chaque fois. Les pandas qui sont des commerçants, mais aussi des sortes de magiciens. Ils ont un pouvoir qui s'appelle l'oromancie. En fait, c'est la magie du pognon. Hein. Moi, j'appelle ça comme ça. Et les ratons laveurs qui sont des mécaniciens. Ils ont chacun une thématique très forte. Les illustrations, vous le voyez, elles sont très très cool les illustrations. Moi je me suis vraiment régalé en regardant les cartes. Il y a un côté un peu Keyforge, un peu comique, mais c'est un peu plus léché, c'est un peu moins grossier que certaines cartes de Keyforge qui assument lui à 100% son côté comique. Et pour terminer, ce que je voulais dire absolument, c'est que c'est accessible. C'est vraiment accessible. Ça l'est beaucoup plus qu'un Keyforge ou un Magic pour le coup. Et c'est sa force en fait. C'est aussi ce sur quoi il s'est axé volontairement, puisqu'il y a certes des mots-clés, mais vous les voyez, ils sont tous là sur ma carte qui récapitule donc l'intégralité des mots-clés, avec à chaque fois à quoi correspond chaque mot-clé. Ils sont vraiment
facilement compréhensible. Et de l'autre côté, tu as l'ordre de tour. Et l'ordre de tour. Super rapide. Donc il n'y a pas vraiment de doute, on vous explique les règles une fois, et après vous référez constamment à ceci ou à ceci, et c'est hyper fluide en jeu, et ça c'était agréable. Et surtout, c'est pas un jeu où vous avez besoin d'acheter des cartes, des boosters tous les mois ou tous les 3 mois, parce que c'est un jeu fini en soi. Alors rien ne dit qu'il n'y aura pas une extension avec des animaux supplémentaires, mais ce que je veux dire, c'est que là, il y a tout ce qu'il faut pour jouer, et ça c'est très agréable. Voilà pour Indomptable que j'ai adoré, vous l'avez compris, Alex aussi. Oui, on peut pas acheter de booster. On peut pas acheter de booster. Alors si tu veux acheter des boosters, tu décales un petit peu la caméra par ici, hop là, on enlève tout le bazar que j'ai mis, voilà. Je vous ai déjà dit que j'aimais les jeux de combos de cartes avec une thématique forte où on se tape dessus, parce que moi j'aime beaucoup Magic. Donc je suis super heureux parce que Kamigawa, la dynastie Néon, sort aujourd'hui vendredi. Moi c'est une édition que j'ai attendue avec beaucoup d'impatience. Sachez que quand j'ai commencé à jouer à Magic il y a un petit peu longtemps maintenant, c'était en 2003-2004, justement en 2004 il y avait Kamigawa qui était sorti, et Kamigawa c'était une édition moi j'avais beaucoup aimé. Alors les joueurs de Magic de l'époque, un peu plus joueurs que moi, ceux qui connaissaient bien Magic, ont probablement détesté, parce que je sais que Kamigawa à l'époque c'était une édition que les gens n'avaient pas du tout aimé, mais quand on débute, c'était trop cool parce qu'il y avait cette ambiance japonaise légendaire, c'est le Japon féodal en fait, avec des créatures légendaires, des kami, c'était incroyable, les illustrations étaient incroyables, bref. Ça c'est de retour, à part que désormais on va retrouver tout ce côté Japon féodal avec des créatures légendaires, des kami, des divinités, de la magie, mais désormais dans un univers cyberpunk, Japon, vous mélangez ça, moi j'adore, pour peu qu'il y ait un petit peu de magie pour venir saupoudrer tout ça, bref. Je vais vous parler de ce qu'on va trouver dans cette sortie, donc de Kamigawa, la dynastie Néon. Comme d'habitude, il y a les decks de Commander pour jouer en format Commander. Il y en a deux. Il y en a un qui est orienté mecha. Puisqu'en fait il y a une mécanique de pilotage, on peut piloter des artefacts qui existent depuis un certain temps dans Magic. Là ils ont fait un gros focus dessus, puisqu'en fait il y a plein de mechas et on va pouvoir conduire des robots géants et des motos volantes pour aller taper l'adversaire. Évidemment il y a plein de petits tricks, de petites techniques à avoir avec, et c'est très très plaisant, je l'ai déjà un petit peu joué et j'ai beaucoup aimé. Et un deck un peu plus classique, Shishiro, la lame brisée, qui est un samouraï. Les samouraïs c'est aussi une nouvelle méta qui est intéressante. Sachez qu'on va pouvoir aussi jouer la méta ninja, qui elle aussi revient de Kamigawa de l'époque, de Kamigawa ressuscité. Voilà, il y a plein de nouveautés, mais il y a aussi plein de mécaniques qui existaient déjà, ce qui fait que c'est une extension qui est très dense. Alors c'est peut-être pas la meilleure extension pour commencer, encore que si vous êtes habitué à des jeux de combo de cartes et que vous êtes un minimum courageux, vous allez y parvenir sans souci, mais c'est une extension qui va vraiment ravir les joueurs chevronnés de Magic, je pense. C'est venu avec du bundle, évidemment, bundle qui a changé de format. Hop là, bundle dans lequel vous allez trouver des boosters, vous allez trouver des cartes promo, vous allez trouver des terrains brillants, la boîte de rangement, le petit dé qui va bien, et puis les boîtes de boosters, donc d'extension, de draft et collector. Je fais le dernier petit point d'extension, c'est des boosters dans lesquels vous allez plutôt avoir des cartes qui ont une logique entre elles, qui vont plutôt se ressembler. Boosters de draft, plutôt des cartes différentes pour pouvoir les faire passer autour de la table et les drafter. Et puis pour terminer, le booster collector qui me fait tellement envie que je sais que je vais craquer à un moment ou à un autre de toute façon. Là c'est pour la collectionnite, clairement. Alors il y a des grosses cartes puissantes en général, parce que niveau de rareté et niveau de puissance sont souvent liés dans Magic, souvent, pas toujours. Et ça va être surtout des cartes avec des illustrations alternatives, beaucoup de full art, donc l'image, l'illustration qui fait toute la taille de la carte. Et puis il y a les fameuses, je pense que je vais très mal le prononcer, les terrains alternatifs ukiyo-e. Donc en fait c'est les estampes japonaises qui se faisaient encore au siècle dernier en fait, tout simplement. Elles sont magnifiques, elles sont vraiment magnifiques, et vous en avez une garantie dans chaque booster si j'ai bien lu. Donc voilà, moi j'en veux déjà une, donc je vais craquer. Bref, c'était le point Magic. Je suis très content de cette extension, elle a un sacré look en plus, les illustrations sont à tomber par terre. Bref, on passe à la suite et je vais vous parler de Spirit Island qui est de retour. Il n'était pas là depuis combien de temps, Alex? Je sais pas. Je compte plus en fait. Ouais, ça fait vraiment plusieurs mois, si ce n'est pas une bonne année, je sais pas. 8 mois, un truc comme ça. Bref, à la louche, ça fait longtemps. Oui. Donc Spirit Island, qui est un jeu coopératif plutôt expert, voire carrément expert, qui est un jeu dans lequel il y a une île comme ceci, et les humains vont venir l'exploiter, vont venir s'installer dessus. On ne joue pas les humains qui viennent l'exploiter, non, c'est pas Terraforming Mars, mais là on va jouer les esprits de l'île.
qui sont pas contents du tout, parce qu'on le sait très bien, les humains, quand ils arrivent dans un endroit, ils ça cache tout. Et ça va pas se passer comme ça. Et donc là, ils vont repousser les humains, il va falloir se défendre contre eux, en gros. Donc il est de retour avec l'extension qui était déjà sortie auparavant, qui s'appelle De branches et de griffes. Et il y a une nouvelle extension, et ça fait très plaisir. Extension qui se nomme Terre fracturée, et qui va rajouter, alors certes, du contenu supplémentaire qui était, comment dire, du contenu qui ne démarque pas, qui ne dénote pas de la première boîte, mais bien sûr c'est une nouvelle mécanique de jeu. Alors on n'a pas eu le temps de se pencher plus dessus, puisque Spirit Island, moi personnellement, je n'y ai pas joué, donc j'ai pas envie de vous dire ce qui va changer, ou ce qui va totalement révolutionner le jeu ou pas. En tout cas, regardez-moi l'épaisseur de cette boîte, en fait elle fait la taille de la boîte de base, donc je pense que si vous avez Spirit Island à la maison, ça devrait pas vous décevoir. Alors juste le point qui précise de cette boîte là, c'est qu'il est préférable pour avoir une expérience de jeu assez intéressante d'avoir la première extension de griffes et de branches. Donc, plutôt celle-ci et ensuite celle-ci. Peut-être, c'est ce qu'ils mettent en tout cas derrière la boîte, c'est qu'ils précisent que l'expérience de jeu peut être plus intéressante. Ok, si c'est dit derrière le dos de la boîte. C'est pas indispensable, ils disent juste que c'est préférable d'avoir l'autre. En général, on suit leurs conseils quand ils disent au dos de la boîte d'expérience, c'est bien de les suivre. Okay, merci pour cette précision, prof Alex. Et il est l'heure de revoir Alex derrière le comptoir. Et on se retrouve derrière le comptoir, on continue toujours pour les nouveautés. Après, il y aura les petits retours en stock. Dans les nouveautés, on continue avec une extension pour Bahamas. Si vous ne connaissez pas Bahamas, alors ça c'est la petite extension. Bahamas, donc, qui est ici. La nouvelle extension en fait rajoute des cartes toujours un peu plus fourbes, parce qu'en fait Bahamas c'est pas un jeu, j'allais dire un jeu familial, oui, si on aime bien se faire des coups fourrés, c'est vraiment un gros jeu de coups fourrés, puisqu'en fait on fait un casse, on se barre dans un avion, l'avion va s'écraser et on chope les parachutes, et surtout le fric, pour sauter du parachute. Pour sauter de l'avion, pardon, en parachute. Sauf et on se trahit allègrement. Exactement, il n'y a pas assez de parachute pour tout le monde, donc bonne chance. Si vous êtes riche mais que vous n'avez pas de parachute, vous êtes surtout mort. Donc du coup, il vaut mieux avoir beaucoup d'argent et avoir de quoi survivre. Ça on adore. Du coup, déjà le jeu était très fourbe, là ça rajoute de nouvelles cartes, notamment Trou d'air. Pourquoi? Parce que vous avez des cartes de mémoire qui sont des cartes de sacs d'argent, mais qui sont trouées. Donc ça peut être intéressant pour les autres de récupérer l'argent qui se barre de ces trous-là. Voilà, donc ça c'est la petite extension. Si vous adorez Bahamas, qui était vraiment un excellent jeu, et bah du coup vous avez maintenant une extension disponible qui s'appelle Bahamas Trou d'air. Yes. Ça c'était toujours les nouveautés, pas les retours en stock. Toujours dans les nouveautés, hop, nous avons deux petites extensions qui viennent d'arriver pour Museum Pictura. Museum Pictura, c'est un jeu essentiellement de combo de cartes en fait, où vous allez avoir une thématique très cool de muséum en fait, enfin de musée, où vous allez essayer de récupérer des œuvres d'art sous forme de cartes et faire les meilleures collections. Et bien maintenant vous avez deux extensions disponibles, Vernissage et Crystal Palace, toujours plus de matériel, plus de cartes, plus d'expérience de jeu. Donc ça c'est très chouette, c'est disponible à la boutique, je vous les mets de côté. Sur les nouveautés, on vous a pas oublié, on a pensé aux joueurs de Magic, mais on a pensé aussi aux joueurs de Pokémon, avec Aquali, Voltali, Pieroli, Ravioli. Non. Ravioli. Tu m'as coupé. Bref, tu m'as coupé. Je t'ai volé ta blague? Mais tu m'avais volé, non? C'est pas grave. D'accord. Bref. Entre autres, voilà, donc il n'y a pas Ravioli, mais il y a bien Voltali, Aquali et Pieroli qui sont disponibles à la boutique en quantité limitée. Donc si vous les voulez, dépêchez-vous. Ouais, s'il n'y en a pas quand vous arrivez, navré d'avance, on n'a pas pu en avoir plus. Désolé. C'est comme ça, malheureusement. On a également des retours en stock, notamment le K3. K3, oh, ça oui. peut-être comme ça sur l'image. Ouais, ouais, celui-là on me l'a réclamé. Hein. Ouais, c'est un jeu qui fonctionne très bien, très abstrait, avec un principe en fait de structure à construire en fonction des couleurs. Vous vous imposez en fait des couleurs à récupérer sous forme de pyramide. Il y a ce côté un petit peu Orbis pour ceux qui connaissent Orbis. Voilà, donc ça c'est un retour en stock. On a aussi de retour en stock super cool, le Twinit Japon. Voilà, Twinit, vous connaissez très bien le Twinit classique, mais le Twinit Japon il est très cool. Pourquoi? Parce que chaque carte a cet même aspect visuel que le Twinit classique, sauf qu'en plus de ça, il y a des références à toute la culture japonaise. Voilà, donc il y a un peu un jeu dans le jeu, comme pour le Twinit jeu de société. Exact. Il faut retrouver un peu les références, donc il y a de tout. Donc très très chouette, très content qu'il soit de retour en stock. Vous l'attendiez, vous l'avez beaucoup demandé, notamment la première édition, mais il n'existe qu'en deuxième malheureusement. C'est le retour en stock du shérif de Nottingham. Alors ça aussi on nous l'a demandé hein. Ouais, ça beaucoup. Le shérif de Nottingham c'est vraiment un jeu assez fourbe, on reste dans le côté, alors j'allais dire Bahamas pas vraiment, parce qu'en fait là c'est un principe de douane en fait. Vous avez un joueur qui joue le shérif, les autres joueurs qui vont essayer de passer des cartes avec des poulets, des pièces d'Europe, un petit couteau, des petits trucs, enfin voilà. Vous essayez de passer des marchandises qui sont plus ou moins légales. Si le shérif vous laisse passer, moyennant évidemment financement, ça peut bien se passer. Si par contre il fouille votre sac et vous vous faites choper, gare à vous.
Voilà, donc ça c'est pour le shérif. J'adore la tête du shérif dessus, il est incroyable. C'est un homme de confiance. Donc ça c'est le shérif de Nottingham. Un retour en stock pour les joueurs, évidemment famille, qui n'aiment pas du tout les jeux de coups fourrés. Ah oui, mais c'est la journée des jeux de combo de cartes et de trahison en fait. C'est ça. Très bien, mais j'adore. Cerber, si vous n'avez jamais joué à Cerber, franchement foncez, parce que c'est un excellent jeu semi-coopératif. Pour ceux qui sont fans de Galérapagos, foncez sur Cerber, ça va tellement vous plaire. Parce que c'est un jeu où à tout moment vous dites... Je m'en fiche, je me fais bouffer par Cerber, et maintenant c'est moi qui deviens Cerber, et je vais tous vous bouffer parce que vous m'avez laissé à la traîne. Et ça va pas se passer comme ça. Ouais. Donc c'est très très cool, franchement, Cerber, si vous avez super. jamais joué. Faut jouer nombreux, c'est encore plus drôle. Ouais, c'était du coup les retours en stock et les petites nouveautés. J'ai toujours, je refais un focus dessus quand même parce que c'est cool. Super Meeple nous l'ont envoyé, c'est pas pour rien, c'est pour en parler. Et surtout, c'est pour vous, pour faire un petit point aussi de nouveau. Donc si vous avez zappé le début de la vidéo parce que vous vous en fichez, revenez au début parce qu'on parle de Fire and Stone et notamment là je refais un point sur le fait que si vous souhaitez, si vous êtes intéressé par le jeu, on peut faire des réservations, donc vous nous contactez par téléphone ou sur Facebook, et puis voilà, après vous vous dites ouais, moi je l'ai vu, j'aimerais bien le mettre de côté, voilà, on fait des réservations sur Fire and Stone. Je pense qu'on va finir là-dessus, parce qu'il est tard, il faut que je monte cette vidéo. En effet, oui. Force à toi. Oui, force à moi, force à vous, et comme on dit, à bientôt chez Jeux des cartes Bordeaux.